Comment interprétez-vous votre condition d'intellectuel, M. Rabot? Bon, d'abord, un des problèmes, c'est qu'est-ce qu'on veut dire exactement par intellectuel? Est-ce une condition ou est-ce un choix dans mon cas, je crois que c'est un choix. Enfin, et d'autre part, je suis pas sûr d'être vraiment un intellectuel. Enfin, je me compare mal à des grands penseurs, quels qu'ils soient. Enfin, on parlait de Bourdieu, on parle des gens comme ça. Évidemment, c'est pas tout à fait ça. Mais enfin, ceci dit, j'aime bien la liberté que donne ce métier, particulièrement la liberté de choisir le sujet qui nous préoccupe et les auteurs et les références, enfin toute la fameuse liberté académique qui me paraît effectivement un des grands attraits de cette profession, de ce travail. Quel rôle devrait jouer un intellectuel, selon vous, dans la société? Ok, la grande difficulté peut-être est de définir, enfin, on laissera un petit peu dans l'ombre la précision de la notion d'intellectuel, enfin on pourrait la définir objectivement comme quelqu'un qui vit d'un travail qui s'inspire d'ouvrages, de lectures et qui a pour objectif de livrer un discours qui fait référence à ces lectures, à des réflexions, à une certaine distanciation de la vie courante, etc. Bon, ceci dit, voici pour la définition un petit peu de l'intellectuel. Maintenant, la société, c'est, il me semble, un sujet un peu plus délicat, parce que le problème, c'est pour quelle société travaille-t-on ? Pour qui dans la société travaille-t-on? S'agit-il de l'humanité, comme on pourrait le souhaiter, mais on sait que les conceptions universalistes ont été pas mal descendues, souvent à juste titre, parce qu'elles s'inscrivaient plutôt dans une culture spécifique qui avait des séquelles d'un certain impérialisme ou d'une certaine prétention de parler pour le genre humain, etc., ce qui me paraît très difficile. Quant à moi, je considère que je suis un 6 milliardaire du genre humain, et je prends la parole à ce titre. Vous m'accordez la parole, en fait, à ce titre, où on me donne la parole à ce titre lorsque j'enseigne, etc., mais je n'ai pas d'autre prétention que de parler au nom de l'humanité, mais néanmoins, je dirais, parce que dans les travaux que j'ai faits, je me suis souvent trouvé devant la question pour qui cela est-il fait, même l'enseignement. Doit-on enseigner pour une société spécifique? Pour qui dans cette société? Est-ce que c'est pour les dirigeants de cette société? Enfin, justement, Chomsky a fait une critique de beaucoup d'intervenants en Amérique latine qui, en fait, travaillaient pour la CIA et qui elle-même travaillait pour les entreprises ou certaines entreprises américaines, etc., etc. Donc il y a tout un problème de savoir pour qui on travaille quand on parle de la société. Est-ce qu'on travaille pour les pauvres? Est-ce qu'on travaille pour les riches? Est-ce qu'on travaille pour quelle classe sociale, etc. Est-ce qu'on travaille pour une élite intellectuelle ou pour une élite financière, etc. Enfin, ça me pose beaucoup de questions sur le type de société pour lequel on travaille. Si tant est qu'on est censé travailler pour une société, on pourrait avoir une réponse très facile en disant qu'est-ce qui me paye? Ça vient des impôts des Québécois, donc je dois travailler pour le Québec. Encore une fois, là aussi, le Québec est une société très complexe, très diversifiée, etc. Est-ce que je travaille pour les pure laine ou est-ce que je travaille pour les nouveaux immigrants, etc. Donc c'est assez compliqué de répondre à cette question dans la mesure où on a toujours un flou de qu'est-ce que la société, etc. Mais je crois que c'est un peu notre travail d'un autre côté en tant qu'intellectuel, tout au moins comme ça que je le conçois pour moi, c'est d'essayer de définir qu'est-ce qui serait le plus utile finalement, encore une fois, au genre humain, parce qu'il y a différentes choses. Déjà, les profs peuvent venir de différents pays. Donc, est-ce que je travaille pour mon pays d'origine ou est-ce que je travaille pour mon pays d'accueil? Il y a toutes les questions d'allégeance. Et aussi, l'autre question fondamentale, les étudiants, surtout dans les universités, ne viennent pas tous de Montréal ou même du Québec ou même du Canada, il y en a qui viennent d'ailleurs, etc. Est-ce qu'on doit négliger certains et s'intéresser à d'autres, etc. Donc on est, je crois, et c'est peut-être ça qui finira finalement pour moi définir l'intellectuel, c'est on est obligé de se concevoir un notre public imaginaire, qui est en fait le public aussi, enfin qu'on imagine être celui auquel on s'adresse, de la façon la plus universelle possible, tout en tenant compte de toutes les critiques qui ont déjà été, dont on est conscient, qui ont été formulées contre l'universalisme, contre les approches
qui en fait était l'incarnation soit du genre masculin, soit comme font les Américains, enfin comme le disent certains contestataires américains, le white pig chauviniste, etc. Donc il faut essayer de se trouver autre chose comme référence et tenir compte de tout ce qu'on peut savoir du genre humain. Et alors là, c'est peut-être d'autres questions que vous allez aborder, mais quel est l'idéal qu'on peut avoir pour le genre humain et a-t-on le droit de définir cet idéal, etc. Enfin, c'est toutes ces questions, mais c'est effectivement des questions qui nous préoccupent, bon, pas qui me préoccupent énormément, savoir à qui je m'adresse, qui je défends, pour qui je travaille, etc. Et on ne peut pas avoir une réponse simpliste en disant c'est pour celui qui me paye, etc. Je ne crois pas. Enfin, d'abord, qui paye quoi? C'est effectivement les impôts, c'est effectivement, mais ça provient de quoi? Les entreprises travaillent aussi à l'étranger et exploitent plus ou moins certains pays étrangers, donc on est quand même dans toute cette conjoncture-là. Si on définit qui nous paye, etc. Les étudiants contribuent aussi, ça dépend des universités. Dans le cas du Québec, c'est pas énorme, dans le cas de la France, c'est encore un peu moins, mais enfin, c'est pas un critère absolu. Enfin, il faut essayer de tenir compte des intérêts de ceux qui payent, de s'intéresser surtout de ceux qui sont là, mais aussi de ce qu'on appelle l'idéal pour lequel on fait ce qu'on fait, quoi. Donc un idéal qui non seulement inclut les étudiants, les gens, nos collègues, les administrateurs, nos pairs, enfin ce qu'on appelle nos pairs, qui contribuent quand même à définir un peu nos cadres, mais on essaie quand même de tenir compte d'un public imaginaire, idéal, qui serait finalement notre auditoire, quoi. Comment voyez-vous dans votre trajectoire votre rapport au dehors? Le dehors, vous employez l'expression qui est, à mon avis, bien plus intéressante que la réalité, mon rapport entre moi et la réalité, etc. Le dehors, en tout cas, il y a une pression qui vient de l'extérieur, qui nous affecte beaucoup dans nos travaux. Enfin, ne serait-ce même que quand on définit le dehors, c'est un peu tout qui n'est pas nous. Et là, c'est la grande question que soulevaient Foucault et d'autres intellectuels, alors des vrais intellectuels, qui est dans quelle mesure pouvons-nous être nous-mêmes en fonction des pressions qui s'exercent sur nous de façon explicite ou implicite. Bon, il y a les fameux rapports de pouvoir, etc., qui fait qu'on peut avoir un poste, etc., ou pas. Bon, ça c'est relativement assez connu, assez bien documenté, mais les choses un peu plus subtiles, justement, auxquelles s'adressent Foucault et d'autres, c'est par exemple quel est quand même le poids de la langue qu'on utilise. On a beau vouloir être plus ou moins libre en tant que penseur intellectuel, puisque j'avais dit au début que pour moi l'attrait de la profession d'intellectuel était la liberté. Néanmoins, il y a des contraintes énormes dans cette profession. Plus qu'un peintre est contraint par la palette de ses couleurs et ses outils, éventuellement la toile ou le bois qu'il utilise pour faire sa peinture, mais nous sommes beaucoup plus limités dans la mesure où nous utilisons les discours, les mots. Et à ce moment-là, l'appartenance à une culture, l'appartenance à une civilisation qui fait qu'un langage a une signification plus ou moins collectivement partagée, fait qu'on a des contraintes extérieures très fortes qui nous viennent du fait qu'on parle la langue française, des auteurs connus dans la langue française, soit en France, soit au Québec, soit les deux, etc. Enfin, des gens ont déjà utilisé ce langage-là et on est contraint par ces usages qui ont été appris par les étudiants et par notre public de ces auteurs, de limiter ou de penser à ce que signifient ces mots pour les destinataires, pour les étudiants, pour les gens qui nous écoutent, en fonction de tout ce que charrie une langue et de tout ce que charrie les représentations qu'elle peut avoir. Alors pour moi, c'est une contrainte énorme. On se la pose, cette contrainte, parce que lorsqu'on devient vraiment un intellectuel, et le travail principal de l'intellectuel est peut-être d'écrire des livres, etc., et lorsqu'on est confronté à des éditeurs qui nous disent toujours « pour quel public écrivez-vous » et à partir de ce moment-là, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a des limites linguistiques. Si on a le choix, enfin j'ai la chance dans ma trajectoire justement d'avoir vécu un peu aux États-Unis et d'avoir fait mon doctorat aux États-Unis. Parfois, il m'arrive, j'ai dû faire ma thèse de doctorat en anglais, et pour les Américains, et pour des universitaires américains, etc. Donc c'est une contrainte qui montre bien que dans la langue américaine, déjà distincte de la langue anglaise, il y a des choses qu'on peut dire, pas dire, etc. Et quand on a le choix de est-ce que je vais écrire ce bouquin en français ou en anglais, ça me pose tout un paquet de questions qui est quelle langue me donne le plus de liberté, quelles vont être les interprétations qu'on va porter là-dessus, et il se peut que des événements historiques qui arrivent au même moment
que l'on écrit, etc., peuvent bouleverser le sens de certaines expressions qu'on a l'habitude d'employer, mais du fait que telle personne a été élue ou tel événement s'est produit, pensons au 11 septembre, etc., des événements comme ça peuvent entraîner des bouleversements dans la signification des mots. Par exemple, si on prend le cas du 11 septembre, on s'apercevait que les résistants à la présence coloniale d'Israël sur les territoires palestiniens étaient appelés des résistants par des jeux plus ou moins astucieux et confus. Il se fait que maintenant, on considère tout ce monde-là comme des terroristes, etc. Donc quelque chose qui avait pu paraître il y a 2-3 ans comme l'expression d'une certaine pensée devient bouleversé par ce qui vient de se produire. Autrement dit, l'extérieur peut affecter considérablement la représentation, la signification que peuvent avoir des propos que l'on peut tenir dans certaines circonstances, qui sont tout de suite bouleversés par des événements extérieurs de ce poids. Et c'est d'ailleurs pour moi c'est un événement extrêmement important. Enfin, j'ai pris ma retraite quand j'ai vu cet événement en me disant il faut que je me dégage de tout, parce qu'il va se passer des tas de folie dans tous les sens. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui allait bouleverser les Américains. Enfin, ma culture des westerns américains, on disait ça y est, c'est les Apaches qui attaquent le fort, donc les Américains vont faire des charges dans tous les sens, et c'est un petit peu ce qui m'a préoccupé, et c'était là ce qui se produit. Et donc je voulais me consacrer totalement à la surveillance d'un événement du dehors. Donc pour moi c'est quand même le dehors qui est extrêmement important. Néanmoins, je le regarde et j'essaye de l'appréhender à partir de ma trajectoire, enfin, de ce que je me suis construit, de ce que je conçois, puisque pour moi la conception intellectuelle, dans mon cas, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui essaie de comprendre ce qu'est le processus communicationnel. Alors, depuis quand même un petit peu plus d'une 60aine d'années, j'inclus mon enfance parce qu'elle m'a été très importante pour me préoccuper de la communication, donc je l'inclus dans mon itinéraire. Et à partir de ce moment-là, je me suis construit une certaine signification, une certaine compréhension de la communication qui me permet de voir des choses, de dire des choses, de ressentir des choses sur ce qui se passe dehors et qui m'affecte beaucoup. Et il y a donc un va-et-vient, enfin justement, un certain, ce qu'on appellerait l'approche théorique et l'étude de cas, si vous voulez. Donc l'approche théorique est le fruit de toutes mes réflexions, de toutes mes lectures, de ce qu'il en reste, et de ce que je peux appréhender de l'extérieur. Donc c'est un va-et-vient entre l'un et l'autre. En quoi cette vision singulière du monde, qui découle justement de votre cheminement, vous inscrit-elle dans une certaine marginalité? J'ai remarqué par vos questions que vous avez tendance à considérer un petit peu déjà dès le départ l'intellectuel comme un marginal. Je pense qu'on est tous marginaux. C'est pour ça que je suis un peu... j'ai une tendance à grimper dans les rideaux quand on me parle de l'identité, etc. On est tous différents. Nos itinéraires sont tous très très distincts et je crois que on ne sera jamais semblables les uns aux autres. C'est d'ailleurs pourquoi on ne se comprend pas. Bon, ça aide beaucoup quand on a dit ça parce qu'on prend une certaine distance. Je crois que plutôt que de parler de communication, puisque c'est mon domaine, il vaut mieux partir de l'hypothèse de l'incommunicabilité. C'est-à-dire que du fait que nous sommes tous très très différents, avons des trajectoires extrêmement différentes, en plus, on s'inscrit dans ce qu'on dit être des cultures, des nations, des ethnies, des communautés, des genres masculins, féminins, les classes d'âge, enfin, tout en fait nous distingue les uns des autres. Même un frère et une sœur, même des jumeaux, sont très très distincts et c'est souvent là d'ailleurs que les batailles sont les plus intenses, plus qu'entre un Chinois et un Français où il y a parfois la proximité n'est pas une garantie d'une identité. Donc je crois que nous sommes tous identiques qu'à nous-mêmes et encore le premier devoir que devrait avoir un intellectuel, comme le disaient les philosophes grecs, c'est de se connaître soi-même et c'est aussi l'incommunicabilité dans bien des cas. Enfin, peut-être que les psychiatres y arrivent, enfin, c'est une autre dimension. Ok. D'accord. Donc, c'est la question justement qui est le thème du vidéo, donc l'enfermement. Donc, est-ce que le fait justement d'analyser les faits sociopolitiques culturels via des théories, des grilles d'analyse, des idéologies, des références à des auteurs, peut avoir un effet d'enfermement sur le monde de la connaissance? Là, on est tous enfermés, parce que comme je disais tout à l'heure, toute langue nous enferme. Si on compare simplement des mots très très simples, des tournures très très simples, on s'aperçoit qu'il y a une philosophie, une théorie, derrière des expressions très populaires, très vulgaires. Les Français disent « j'ai traversé la rivière à la nage », les Anglais disent « j'ai nagé à travers la rivière ». Les Français disent « je prends une décision », les Anglais disent « je fais une décision ».
On voit très bien qu'il y a une philosophie différente. Si le français prend une décision, c'est que les décisions sont là. Il la prend. C'est extérieur. L'américain, il la fait. C'est intérieur. Il la projette. La même chose en ce qui concerne traverser la rivière. Les Français sont des obsédés de vitesse. Il faut être à Marseille en 6 heures. Hein. Donc ils vont à toute vitesse. Tandis que les Anglais sont des jouisseurs. Ils nagent à travers la rivière. I swam across the river. Tandis que les Français, j'ai crossé la rivière. Vous voyez, les Américains, ils font des ponts où ils assèchent la rivière. Mais ça, c'est une autre philosophie de la vie. Mais on se rend compte que simplement, derrière le langage courant, il y a toute une théorie, il y a toute une religion. Hein, et dans le cas des francophones au Québec, en France, etc., il y a le poids du catholicisme et même l'universalisme dont se taxent souvent les Français, ça vient de Saint Paul. C'est profondément ancré dans la religion. Qu'est-ce que la religion si ce n'est pas une théorie? Et ça détermine le langage et ça détermine nos valeurs. Même vous prenez le communiste le plus athée en France, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des hosties. Elles sont cachées dans un tabernacle et il faut qu'il y ait un garde suisse qui aille chercher le bouquin pour le donner à l'étudiant. C'est un vieux rituel d'église qui existe encore dans nos universités françaises. Heureusement, il n'existe pas en Amérique du Nord. Les Américains ont un accès aux hosties beaucoup plus facile. Ils se la donnent à eux-mêmes. Encore une fois, ils font des décisions, ils la font eux-mêmes, make decisions. Et puis ils font aussi la religion. D'ailleurs, pourquoi ils les aiment tant. Ce qui n'est pas le cas des Français qui pensent que c'est un absolu extérieur, etc. Mais les Américains se font la religion en fonction de leurs intérêts pour conforter leurs intérêts. C'est tout à fait une autre philosophie. Donc, qu'on ne parle pas des théories des intellectuels, tout le monde a une théorie, surtout ceux qui ne se prétendent pas intellectuels. Ceux qui se prétendent pratiques sont les pires théoriciens. Parce qu'ils exercent une dictature absolue en disant je suis en contact direct avec la réalité sans qu'elle soit filtrée ou orientée par une théorie quelconque. Or, je crois que l'humanité a fait un progrès considérable lorsqu'on saura qu'on agit tous en fonction de nos fameux paradigmes qui eux-mêmes déterminent nos théories, qui eux-mêmes déterminent les instruments qu'on développe pour vérifier nos paradigmes. Et donc, tout ça se tient. Et le jour où on aura compris ça, on sera sorti de la dictature de tous ceux qui opposent la réalité, l'extérieur à l'intérieur. C'est là qu'est le problème fondamental, je crois, de l'existence. Et vous avez la plupart des bouquins, c'est la réalité que l'auteur peut appréhender parce qu'il est un expert, ou mythe. Et ça a commencé avec nos grands sémiologues, Roland Barthes et d'autres. C'est la mythologie populaire, la mythologie bourgeoise auquel je pose l'aristocratie du penseur, qui lui a accès au texte pur, à la signification pure, etc. Alors que nous sommes tous embués dans nos théories, dans nos conceptions, dans nos religions, dans nos théologies, comme disent les Américains, ou dans nos histoires, etc. Mais je crois que l'opposition théorie-pratique me semble toujours contestable, enfin qu'il n'y a pas de pratique possible sans une théorie derrière. Et comme le disait Kurt Lewin, qui avait fait le même constat que celui que je vous rapporte, il disait ce qui compte, c'est d'avoir une bonne théorie. Et non pas de ne pas en avoir ou d'être un... Il y a un danger terrible à croire que certains peuvent avoir accès à la réalité, qu'on dit pipeline, des oléoducs qui leur permettent d'accéder au réel, à l'extérieur, etc. C'est ça et c'est ça qui est notre problème. Enfin, c'est parce que c'est là-dessus qu'est fondée l'expertise, le factualisme américain, etc. Alors que je crois qu'on vit tous dans des nuages, et comme on a très bien vu le mythe de Sisyphe, quoi qu'on fasse, et c'est d'ailleurs la beauté de le faire, on n'y arrivera pas. Mais il faut continuer. C'est amusant. Ouais. C'est ça la liberté et la stimulation intellectuelle, si tant est qu'il y en ait une. Où en est la pensée? Ouais. C'est ça, parce que je crois, d'ailleurs plusieurs de vos questions faisaient allusion à mon itinéraire, etc. Je crois que on fait encore une fois l'erreur de croire qu'on puisse appréhender les choses telles qu'elles sont. Et la pensée devient une chose. La théorie devient une chose appréhendable. Or, en fait, nous avons nos théories sur les théories, nous avons notre pensée sur les pensées. Ce qui me surprend toujours, c'est qu'il y a des gens qui puissent dire l'état de la recherche en sociologie, l'état de la recherche en communication, etc., sans qu'ils reconnaissent que c'est eux qui appréhendent l'état des choses. C'est eux, en fait, moi c'est le gars qui découvre un bouquin et puis qui dit on vient d'inventer ça, parce que lui vient de faire la lecture de l'ouvrage, alors que l'ouvrage était là depuis très très longtemps. Donc en fait, il faut bien comprendre que, et c'est ça l'éducation, nous commençons tous à zéro, et nous apprenons certaines choses suivant l'itinéraire que nous suivons, et finalement l'état
de la pensée, c'est l'état de ma pensée sur ce que je crois être la pensée à partir de mes lectures, de mes réflexions, de mes choses comme ça. Mais il n'y a rien d'objectif qui nous dit ça c'est la pensée, ça c'est le savoir. S'il y a un théoricien qui m'a beaucoup sensibilisé à cette question-là, c'est un des communicologues américains. Et je m'aperçois en vieillissant que la communication aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose que la communication en France ou au Québec. C'est un petit peu entre les deux avec d'autres orientations parfois très intéressantes aussi que nous apportent parfois les anglophones aussi. Je pense à Inès McLuhan, etc. Donc il y a quand même des originalités locales dans bien des cas et on ne peut pas dissocier une approche du contexte culturel d'où elle émerge. Et dans le cas de Thayer, qui a été mes premiers professeurs de communication proprement dit, avant j'avais fait de la sociologie, de la psychosociologie en France, etc., mais pas de la communication. Et quand j'ai étudié la communication, c'était avec Thayer aux États-Unis. Et une de ces grands leitmotivs, c'était de préciser qu'on ne pouvait pas avoir de savoir sans la personne qui sait. Le savoir est indissociable de la personne qui connaît. Et donc l'état de la pensée, c'est l'état de ma pensée, c'est l'état de la pensée de vos spectateurs, c'est l'état de la pensée de chacun d'entre nous lorsque on réfléchit sur une question. Mais on ne peut pas parler de l'état de la pensée universelle. Encore une fois, c'est une prétention là, qui dépasse nos capacités, ça relève du mythe de Sisyphe. Et même quelqu'un voudrait faire une étude, enfin je trouve toujours dangereux les étudiants qui font l'état de la recherche ou l'état de la pensée en communication au Québec. Alors là, il faut faire très attention, parce que qui vous allez avoir sur votre jury, puis si jamais vous l'excluez, là vous allez avoir des problèmes. Enfin je pense, et puis si vous voulez vendre votre bouquin, il faut savoir à qui, quels vont être les professeurs qui vont pouvoir le réutiliser pour le faire vendre à leurs étudiants, etc. Vous avez intérêt à les inclure aussi. Donc c'est une vaste entreprise de marketing plus qu'une entreprise de connaissances proprement dit. Il faut reconnaître que l'on ne sait que ce qu'on sait. Et qu'on est extrêmement limité dans notre approche, et que le savoir, encore une fois, me semble indissociable de la personne qui le détient, et qui s'en sert pour projeter des choses, et qui ne sert en fait que des formulations du savoir. Parce qu'encore une fois, même d'ailleurs la justice est très intéressante, quand on dit que quelqu'un a volé une idée de quelqu'un d'autre, ce que le juge va rechercher, c'est pas si l'idée est effectivement la même dans une tête et dans l'autre, il va rechercher la formulation. C'est quelqu'un qui a volé la formulation de l'idée de quelqu'un d'autre. Mais c'est toujours au niveau des formulations. Et le problème, c'est que quelqu'un peut formuler quelque chose et quelqu'un d'autre peut interpréter cette même formulation tout à fait différemment en fonction de ses accidents de parcours, son histoire, et sa trajectoire, etc. Donc, encore une fois, pour moi, c'est un petit peu ce dont je suis relativement convaincu à mon âge, après avoir réfléchi sur tout ça, c'est qu'effectivement, poser cette question, il faut la transférer en disant quel est l'état de ma pensée sur ce que je crois être la pensée des autres. Mais c'est quand même ma pensée, elle est indissociable de ma trajectoire. Et c'est ça, enfin moi ce que je trouve fabuleux dans le métier d'intellectuel, enfin dans la mesure où on vit de ça, et d'autres choses parfois, enfin on appartient parfois à des familles qui font un héritage, etc. Bon, c'est une autre dimension, mais c'est pas vraiment un gagne-pain, à moins qu'on fasse des ouvrages qui se vendent très très bien. Enfin, c'est relativement difficile comme métier sur le plan matériel. Enfin, évidemment, il y a énormément de liberté, mais le plan matériel est un petit peu délicat. Néanmoins, ce qui est faramineux, splendide dans cette profession, c'est encore une fois, c'est la liberté et la capacité de passer sa vie à faire le point sur une question qui nous passionne personnellement.